Ok. Alors bienvenue pour le dernier cours de l'année. Et oui, c'est le dernier cours de l'année. Et en fait, on va terminer le livre de Bamidbar. D'accord? C'est donc le 4e livre de la Torah. Et on a vu que c'est un livre qui est très humain. C'est un livre où on a parlé de la peur. C'est un livre où on a parlé de l'engagement, on a parlé de la jalousie, on a parlé de la critique, on a parlé de la plainte, on a parlé de tout ça. Et cette paracha, qui est donc deux parachiotes, on a Matot Maaseh. Ce sont les deux parachiotes qui vont conclure le livre de Bamidbar et qui vont, vous allez voir encore une fois, parler de notre vie, à l'image de ce livre de Bamidbar, à l'image de toute la Torah, à l'image de ce qu'on disait Myriam. Et la question qu'on va se poser, c'est comment savoir si j'avance ou si je tourne en rond. Et c'est cette question à laquelle la paracha va répondre. D'accord? J'aimerais juste vous dire que je vous remercie pour cette année passée avec vous. Voilà, moi j'ai passé un très bon temps. J'ai sûrement beaucoup plus appris de vous que vous avez appris de moi, par vos questions, par vos remarques, par tout ça. Donc vraiment je vous remercie. Et maintenant on peut commencer. Alors... on est donc dans en fait à l'entrée de Eretz Israël. On a en fait le peuple juif qui a fait, vous savez, 40 ans de pérégrination dans le désert. Ça fait 40 ans qu'ils sont sortis d'Égypte et là ils sont vraiment à l'entrée de Eretz Israël. Et là vient la paracha de Maaseh et elle va résumer toutes les étapes du peuple juif dans le désert. 42 étapes. 42 étapes que la paracha nous relate. Et à chaque fois, c'est le même processus. C'est qu'en fait, ils campaient. Et lorsque Dieu voulait leur signaler que c'était le moment de partir, eh bien, il y avait la nuée de gloire qui se levait. Et donc, du coup, ils comprenaient qu'ils devaient, ce qu'on appelle décamper, d'accord? Ils faisaient tranquillement leurs affaires. Et ils avançaient, ils suivaient la nuée. La nuée leur en fait, indiquait le chemin. Et puis lorsque la nuée s'arrêtait, ils savaient que c'était là qu'ils devaient s'arrêter. Et ça s'est passé à 42 reprises. Jusqu'à notre paracha, ils sont vraiment à l'entrée du Jourdain, vraiment à l'entrée d'Eretz Israël. Alors, la Chassidoute nous apprend que en fait, la vie de toute personne est à l'image de ces étapes dans le désert. La Torah nous dit, la Chassidoute nous dit que chaque personne, peu importe qui il est, peu importe l'époque à laquelle cette personne a vécu, peu importe le pays, l'espace géographique dans lequel cette personne se trouve, eh bien il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle va avoir 42 étapes. Alors on ne va pas forcément déménager 42 fois, on ne va pas forcément changer de lieu, on va changer de lieu de vie, on va changer d'étape, on va prendre de la maturité. Il va de toute façon avoir une vie qui est découpée en 42 étapes. Et en fait, chacune des étapes, on va entre guillemets sortir des nouveaux potentiels. En fait, c'est comme, vous savez, la chenille avec le cocon, d'accord? Donc vous savez, à un moment, elle est étroite dans son cocon, et donc elle va vouloir sortir, et à un moment, elle va pulvériser le cocon, et c'est là qu'elle va pouvoir en fait prendre un nouvel envol. Eh bien, de la même façon, nous aussi, successivement, on va être à l'image de cette chenille où il y a un moment où on va se sentir à l'étroit. On va sentir qu'on n'est plus à notre place. On va sentir qu'on doit prendre une décision de manière à changer de cap, à passer une nouvelle étape. On va sentir qu'on va devoir sortir de quoi? De notre zone de confort, notre cocon tellement confortable pour aller vers de nouveaux horizons. D'accord? Donc si la paracha nous relate cela, c'est pas du tout pour nous déprimer en disant tu vas voir, c'est dur, etc. C'est pour te dire qu'à chaque fois tu vas avoir justement des nouvelles perspectives. Et il n'y a pas le choix. La Torah nous dit, le roi Shlomo nous dit que, eh bien, l'homme est né pour ça. Est né pour passer ces étapes-là. C'est le but de sa raison sur terre. Il le dit comment? Il dit la amal à Adam Nulad. On est né pour faire des efforts. Pour faire des efforts, pour passer successivement ces étapes. Ça peut être dans la carrière, ça peut être dans la coloc, ça peut être dans la vie amoureuse, ça peut être dans la vie familiale. On passe des étapes. Et c'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos. Et en fait, dès qu'on a terminé une nouvelle étape,
On est là avec, comme le papillon avec ses nouvelles perspectives. Et puis à un moment, tout d'un coup, eh bien, on va devoir refaire successivement ce nouveau travail pour de nouveau passer à une nouvelle étape. Et quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on se... Bravo! Vous avez passé une année fructueuse. Si vous arrivez à la conclusion tout de suite que jamais on s'arrête, eh bien, vous avez tout compris. Parce que si une personne est là sur Terre, c'est qu'elle a encore du travail à faire. D'accord? Quand est-ce qu'on se repose? Voilà, ici repose, voilà. Là-bas on se repose, il y a marqué ici repose. Et sur Terre, tant qu'on est vivant, on bosse, d'accord? Et il y a des fois où on a l'impression que c'est une étape où ça y est, c'est fini, tu as réussi. D'accord? Comme par exemple quoi? C'était quoi une des étapes? C'était la sortie d'Égypte. Je dis, ah ça y est, ils sont sortis d'Égypte, waouh! Ils ont tout gagné, ils ont tout terminé. Bah non. Ça c'est une étape. Hello. Ça c'est une étape, c'est qu'on appelle en anglais un achievement. Un achievement c'est, je sais pas comment on le traduit, un accomplissement. Mais un accomplissement qui va se poursuivre par Bezrat Hashem encore d'autres challenges. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Très important de comprendre ça. Parce qu'il y a des moments où on dit, ah khalas, j'ai plus envie de faire d'efforts. J'en ai marre, je suis fatiguée, je veux plus. Et là, tu te souviens de cette phrase. La amal à Adam Yulad. Tu es venu sur terre pour bosser. Il n'y a pas le choix, ma cocotte. Ça fait partie de ton programme de vie. Et regardez, la amal, c'est pour travailler. Et amal, quand je change les lettres, ça donne quoi? Ça donne me'al. En fait, c'est pour me'al, c'est au-dessus, pour te surpasser. Et ce surpassement, d'avoir dit, j'ai réussi à travailler ça dans mon groupe, j'ai réussi à travailler ça avec mes enfants, j'ai réussi à améliorer quelque chose dans le travail, dans le business, à avoir plus confiance en moi. Cet achievement, eh bien, il m'apporte, ce surpassement m'apporte beaucoup de satisfaction. D'accord? Une satisfaction que le confort ne pourra jamais m'apporter. Souvenez-vous bien de ça. Le bonheur, sa source, c'est l'effort, pas le confort. D'accord? Alors, il faut savoir quelque chose de très important. C'est que ces 42 étapes, il faut savoir qu'elles n'ont pas été égales en termes de temps. Il y en a qui ont duré des années et il y en a qui ont duré quelques jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la durée d'une étape, quoi qu'il en soit, ça s'appelait une étape. Il y en a une, c'était 3 jours, l'autre, c'était 3 ans. Mais ça veut dire que quoi? Que la durée pour dire ça y est, j'ai passé une étape, elle n'est pas représentative de la qualité de mon avancement. Parfois, j'avance doucement, mais sûrement. Doucement, oui, mais ça fait 2 ans que tu es avec ce garçon. Et que... Oui, je sais, mais je sais qu'avec lui, ok, ça va prendre du temps. Mais je suis vraiment en train de construire. Je sais que je suis vraiment en train de construire une relation authentique. Et l'autre, elle s'est mariée en 1 mois et tout. Mais t'as été trop vite, là. T'as été beaucoup trop vite. Alors, comment je sais si je suis vraiment en état d'avancement ou si je suis en fait en mouvement, mais en fait en train de tourner en rond? Je ne sais pas si vous connaissez cette blague. C'est quelqu'un qui dit à sa copine, oh là là, j'aimerais trop arrêter de fumer. J'aimerais vraiment, mais je sais que c'est très difficile. Alors l'autre, elle lui dit, mais non, c'est pas difficile, c'est hyper facile. Elle dit, ah bon? C'est facile? Bah oui, c'est facile. Moi, j'ai réussi au moins 10 fois. Donc, tu avances ou tu fais du surplace? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une grande question. Et c'est dans tous les domaines, dans tous les domaines. D'accord? Donc, il faut essayer de comprendre comment je caractérise que je suis en mouvement et que je suis en avancement. Comment je fais pour savoir? Eh bien, regardez. Le mot de la paracha, on a dit, c'est massa. Massa, c'est les voyages. Il y en a qui font massa ici d'ailleurs. Massa, ça veut dire voyage. D'accord? Alors, regardez le mot massa. En fait, les 2 lettres principales, la racine de ce mot, c'est ça. Ça veut dire voyage. Quand tu dis ça à un automobiliste, ça veut dire allez, avance, ça. D'accord? Ça fait très arabe comme ça. C'est sa mère et c'est Aïn. D'accord? Aïn, sa mère.
Alors, ces deux lettres, elles sont emblématiques justement de ces deux situations que j'ai décrites. Une où, en fait, j'avance et une où, en fait, je tourne en rond. La première, c'est le Aïn. Le Aïn, eh bien, il est comme ça. C'est d'abord une pointe en bas et puis après, ça s'agrandit. J'étais là, exactement comme le cocon, là, dans sa chenille, dans son cocon. Elle était là comme ça et elle a pris son envol. Je suis là, je suis serrée et puis je sors et puis j'avance. Il y a une ouverture de perspective. D'accord? D'ailleurs, Aïn, ça veut dire le regard. Là, tout d'un coup, j'ai beaucoup d'autres perspectives à mon regard. D'accord? Donc ça, c'est le Aïn. Ça, c'est ce qui symbolise en fait l'avancement. De l'autre côté, j'ai quoi? J'ai le Samer. Le Samer, c'est un cercle qui revient sur lui-même. Donc, on a l'impression d'avancer, mais en fait, petit à petit, on est juste en train de revenir à notre point de départ. Et c'est une illusion de mouvement, mais qui revient sur lui-même. C'est les schémas répétitifs, c'est les cercles vicieux. C'est tout ça. D'accord? Alors, comment on fait? Comment on fait pour savoir si on est en avancement ou si juste on est en train de répéter les mêmes erreurs? Et bien, encore une fois, on regarde la paracha. Vous voyez la paracha? Elle nous décrit les 42 étapes. Et elle nous les décrit de manière très curieuse, voire rébarbative. C'est marqué comme ça. Ils sont partis de Réphidim et ils sont campés au Har Sinaï, dans le désert de Sinaï. Ils sont partis du désert du Sinaï et ils sont arrivés à Kibrot Hatava. Ils sont repartis de Kibrot Hatava et ils ont campé à Tserot. Ils sont partis de Tserot et ils campèrent à Ritma. Et là, tu dis, 42 fois, tu me décris les étapes. Et surtout, à chaque fois, tu me dis d'où ils sont partis. Mais je sais d'où ils sont partis parce que tu m'as dit où ils étaient arrivés juste avant. C'est comme si tu veux me décrire le Tour de France. Au lieu de me dire, ils ont fait Paris, Lyon, Marseille, tu dis, ils ont fait Paris, Lyon. Et après, ils ont fait Lyon, Marseille. Oh, vous savez, entre parenthèses, que la Torah, elle est très radine en mots. Donc là, si elle utilise ça, c'est parce qu'elle veut m'apprendre un message. Puisque moi, j'ai très bien compris qu'ils sont partis de là où ils sont venus. Réponse à la question. Avant de passer une étape, demande-toi pourquoi tu quittes l'endroit où tu es. C'est ça la question. Je m'explique. Imaginons que tu es perdu. D'accord? Tu es perdu dans le, je sais pas, t'es dans le métro à Paris, tu es perdu. D'accord? Tu n'as pas de Waze, tu n'as rien. D'accord? Et là, tu es devant la carte. La première chose que tu dois regarder sur la carte, c'est pas là où tu vas aller. C'est là où tu es maintenant. Parce que si tu sais pas là où tu es maintenant, si tu sais pas où tu en es dans ta vie, tu ne peux pas passer à l'étape, tu ne vas pas y arriver, tu vas te perdre en chemin. C'est pour ça que le mot qui caractérise la période dans laquelle on vit, vous savez, on a la période entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av, donc c'est une période où en fait on prend le deuil du Beth Amikdash. D'accord? Et le texte qui emblématise cette période-là, c'est Echa. Echa, c'est cette question-là. C'est Ayeka. Où es-tu? Où en es-tu? On a en fait 3 semaines où on se pose la question de où est-ce que j'en suis? Regarde ton potentiel, regarde où tu en es et regarde comment tu peux faire quelque chose de supplémentaire pour arriver à ton potentiel. D'accord? Donc, l'idée, c'est de toujours, nous dit la paracha, toujours faire le point avant de passer à une nouvelle étape. Si je décide de changer de travail à cause d'un boss qui m'écrase, je dois d'abord être sûre que j'ai bien tiré les leçons de cette expérience malheureuse. Certes, mais attends. Moi, cette expérience-là, je dois la transformer en quelque chose de bénéfique. Comment je vais faire la prochaine fois pour pas me faire marcher dessus? Parce que si c'est pas le boss, ça sera peut-être une collègue. Si c'est pas une collègue, ça sera peut-être une cliente. Comment ça fait que moi, j'ai réussi à me faire marcher dessus? Attends. Qu'est-ce que j'ai à apprendre par rapport à cette histoire? Une fois que j'ai fait le bilan, ça y est, je peux poser ma démission et allez, on passe à autre chose. Mais si je n'ai pas fait ce travail-là, alors qu'est-ce qui risque de se passer? N'ayant pas tiré les leçons de ce passage-là, dans mon passage d'après, je vais me retrouver avec les mêmes problématiques.
Donc en vérité, j'aurais pas passé d'étape, je serais juste dans la même, mais dans le Samer qui revient sur lui-même. Donc oui, c'est plus la boîte Bros & Co, c'est la boîte Strauss & Co, d'accord? C'est une autre boîte, c'est une autre entreprise, mais n'empêche qu'au niveau d'étapes dans ma vie, c'est toujours la même. Et si je fais pas ce travail-là, j'en ai marre de ce boss, j'en peux plus, je me barre. Bah, en fait, ça risque d'être une fuite en avant. C'est exactement ce que les thérapeutes expliquent aux couples quand ils sentent que s'ils sont sur le point sur le divorce. Je parle des bons thérapeutes, bien sûr. D'accord? C'est une problématique malheureusement qui me touche beaucoup en ce moment parce que voilà, j'ai quelqu'un de... Enfin bref, c'est quelqu'un qui me touche de proche. Et il y a un moment où la thérapeute, elle dit ouais, on va terminer le travail ensemble. Mais on sent clairement que de toute façon, il va falloir pour les deux passer clairement à autre chose. Et ils ont tout essayé. Il y a un moment où tu es là et tu dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi, tu as fait le maximum d'efforts. Lui, il a fait un maximum d'efforts. Ça marche pas, ça marche pas. Il y a un lot de frustration d'un côté comme de l'autre. Ils ont beau essayer de faire leur mieux. Il y a un moment où tu peux plus vivre comme ça. Alors, on va terminer ce travail ensemble. J'ai beaucoup aimé cette phrase. On va se terminer ce travail ensemble. Pourquoi? Parce que si tu ne le termines pas, alors si après il y a remariage, tu vas retrouver les mêmes problématiques. C'est toujours la même chose. Toujours, toujours. C'est pour ça que des fois on dit, mais pourquoi les problèmes me poursuivent? Pourquoi ce problème me poursuit? Je dis, attends. Parce que ce que tu as pas réglé avec ta coloc, après tu vas le régler dans l'autre coloc, ou avec ton mari, ou avec tes enfants. Donc, avant de passer une étape, pose-toi la question, est-ce que j'ai tiré les leçons de cette expérience? Et si c'est une expérience entre guillemets qui s'est terminée par un échec, vous savez que nous dans la Torah, il n'y a pas d'échec. Ou en tout cas, il n'y a pas d'échec et mat. Un échec, si j'en ai tiré les leçons, ça devient quoi? Ça devient une réussite. Allez, et on passe en avant, et on passe à l'étape supérieure de notre vie. D'accord? Maintenant, cette paracha-là, on va faire un petit peu, pour le dernier cours, on va faire un peu de Kabbale. Cette paracha-là, elle nous explique qu'en fait, on est à une époque de notre vie en tant que peuple où on passe de l'ère du désert, de la période du désert, à la période de Eretz Israël. D'accord? Dans le désert, c'était facile. Il n'y avait pas besoin de préparer à manger, il y avait la manne. Il y avait Moshe Rabbeinu, genre sympa, ton rave, tu vois, c'est Moshe Rabbeinu, c'est hyper classe quand même. Il y avait les nuées de gloire, donc tu n'étais pas en train de te poser 36 questions, ouais j'avance, je me recule, non, 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 Hachem il faisait le boulot pour toi. D'ailleurs les nuées de gloire, vous savez qu'elle lavait les habits et qu'elle les repassait, d'accord? Que les vêtements grands d'ici avec les enfants, tu n'as pas besoin de faire du shopping. C'était le confort, le cocon absolu. Et on va passer à l'étape en Eretz Israël. Ouh là là, Eretz Israël, c'est pas du tout ça. Il va falloir faire des guerres de conquête. Il va falloir, maintenant il n'y a plus la manne, il va falloir planter, la semer, labourer, récolter, prier pour la pluie. Il va falloir tout ça. Il va falloir, comme on dit, bosser. Comme ici en Israël, 45 heures hebdomadaires. Je ne sais pas si c'est encore, je pense, le seul pays de l'OCDE où tu as 45 heures hebdomadaires. C'est hallucinant. Eh bien oui, c'est Eretz Israël. C'est le pays où tu retrousses tes manches. Alors la Kabbale vient et nous dit, on va passer de l'ère de Léa à l'ère de Rachel. Pourquoi elle nous dit qu'on va passer de l'ère de Léa à l'ère de Rachel? Alors parce qu'en fait on passe de Moshe à Yoshua. Donc Moshe est un descendant de Léa, Yoshua est un descendant de Rachel, d'accord? Mais si la Kabbale nous dit ça, c'est qu'elle veut qu'on en tire un enseignement plus profond que ça. Alors, ça symbolise quoi Léa et ça symbolise quoi Rachel? Léa, c'est celle qui, en fait, a eu les choses de façon assez automatique dans sa vie. D'accord? Ça veut dire, son père il lui dit, aujourd'hui tu passes au la repas. Ah bon, j'étais pas au courant, ok, j'y vais. Passe-moi une robe, c'est bon, je passe au la repas aujourd'hui. Le matin, elle ne savait pas. D'accord? C'est celle qui, dès qu'elle s'est mariée, tout de suite elle est tombée enceinte. C'est celle qui a enchaîné les grossesses. C'est celle qui a monté une famille. C'est celle qui a été enterrée avec le tzaddik, avec Yaakov. C'est celle qui a
en fait, elle fait des vies à chaque fois, Léa. D'accord, vie. Vous voyez ce que je veux dire? Elle coche, quoi. C'est bon, elle passe les étapes. 42. Tac, 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 tac. Comme on dit en hébreu, elle les met tac, taquette. C'est comme ça qu'on dit. Tac, tac, tac. Elle n'est pas souvent heureuse, quand même. Hein? Elle n'est pas souvent heureuse. Oui, mais tu vois qu'elle construit sa vie, elle tisse sa vie. Je vous ai déjà dit, elle est d'Arshad Semer ou Fishtim. C'est elle tisse du tricot. Elle prend ça, et tac, tac, tac. Donc elle bosse. La Amal, Adam, Yula, elle n'a pas le choix. Donc elle va bosser sur son couple, c'est l'enjeu principal de sa vie, d'accord? Mais n'empêche qu'elle met tac, taquette, comme on dit. Tac, tac, tac. Rachel, c'est autre chose. Elle va pour passer sous la coupa et là on prend sa place. Après elle se marie, mais en fait elle a l'impression d'être la deuxième. Les enfants ça vient pas tout de suite. Elle va attendre 11 ans d'infertilité. Elle va mourir en couche sur le chemin de Bethléem. Ouais. Pour Rachel les choses n'ont pas été faciles. Alors de là on apprend que dans nos étapes de vie, ces fameuses 42 étapes de vie, eh ben on va être successivement des Rachel, successivement des Léa. En fait, il y a même des domaines où on est très Léa. Par exemple, c'est la fille qui a toujours eu des facilités à l'école, toujours très bien réussi, a toujours eu super au-dessus de la moyenne, elle a eu sa licence, son master, son doc, son post-doc, voilà. Elle avance quoi. Et l'autre, pour avoir le bac, c'était avec rattrapage et avec beaucoup de labeur. Bah, c'est son domaine et l'autre c'est son domaine. Par contre, tu vas voir que bizarrement, au niveau Parnassa, celle qui a le post-doc, elle galère en termes de Parnassa, et celle qui a eu son bac comme ça, finalement, elle se débrouille très bien dans le business. Tu dis, c'est marrant. Alors là, elles étaient Rachel et Léa, et là, elles inversent. Pareil dans le domaine amoureux, tu dis, attends, moi, ça, je trime, je truc. Elle, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite, ou vice-versa. D'accord? Et surtout, il y a des domaines, on est des Rachel, des domaines, on est des Léa, mais il y a des périodes. On est des Rachel, des périodes, on est des Léa. Des périodes où tu sens que les trucs, ils sont bloqués. Excusez-moi, mais il y a des moments où il y a des jours, franchement, j'aurais préféré d'aller me recoucher. Vous connaissez ces jours où t'as raté le truc, et puis là, du coup, ça a pas marché, et du coup, le client, il n'a pas signé, et donc, du coup, t'as raté ton truc. Il y a des jours où tu dis, bon, bah écoute, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, les portes, elles se ferment les unes après les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est Rav Pinkus. Rav Pinkus, il explique. Il dit, la loi des séries, ça vient du judaïsme. Et ça vient de la Kabbale, d'ailleurs. Il explique avec les anges qu'il y a des moments où les portes, elles se ferment, en fait. C'est pas grave, c'est sûrement une période Rachel. T'inquiète, tu vas passer à Léa, un moment ou à un autre. C'est quoi la période Léa? Bah, c'est quand tu as réussi ça. Et ça aussi, ça au Hachem, ça a marché. Et là, il dit Rav Pinkus, quand tu sens que tu as un moment de réussite, continue tes projets, ne t'arrête pas. Parce que là, il faut que tu captes les énergies positives de ta réussite. C'est vrai, quand on a réussi quelque chose, on arrive, on a la pêche, on a confiance en soi, ça ouvre des perspectives. Il dit Rav Pinkus, il faut profiter de ces moments-là. Parce que la vie, elle est toujours successivement faite de haut et de bas. De moments où c'est facile, de moments où tu trimes. Et quand tu trimes, tu dis, ah, j'aurais dû profiter plus quand c'était facile. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc, c'est exactement aussi ce que nous enseigne cette période des 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on pleure? C'est à quoi qu'on pleure le Beth Amikdash? Nous, on ne pleure pas sur de l'architecture, d'accord? Avec tout le respect que j'ai pour l'architecture, Laura. Mais on ne pleure pas sur un bâtiment. On pleure sur quoi? On pleure sur quoi, en fait? Qu'est-ce qui nous manque dans notre vie depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash? La Shrina. C'est quoi la Shrina, Myriam? C'est quoi? La Shrina sur la terre. Alors, en fait, il faut savoir qu'au niveau de l'histoire du peuple juif, on a eu une période très longue de 1500 ans qui a été une période Léa, où en fait, eh bien, on était en Eretz Israël, en terre de Judée, on avait notre royauté, on avait notre Beth Amikdash, on avait notre souveraineté, et surtout, on avait la parole d'Hachem. Tu veux quoi de mieux que ça? Tu avais un doute, tu allais au Beth Amikdash. Tu faisais une prière. Si la prière elle était entendue, sur le Misbéar, ça faisait une fumée en forme de lion. C'est le signe du mois de Av, le lion. Comme si Hachem, il te répond par WhatsApp, quoi. Ok. C'est canon, non? Avec les 2 vies bleues. Et il te fait le pouce comme ça.
T'as perdu ton WhatsApp avec Hachem. C'est ça ce qu'on a perdu. On a perdu toute l'intelligence que ça nous donne. À l'époque, il faut savoir que le Beth Amikdash, quand on y allait, en fait, ça répondait à toutes nos questions. Vous savez qu'il y a eu une rencontre entre Platon et le prophète Jérémie. Et Platon, il lui a posé la question, il dit, mais Jérémie, toi, tu es intelligent. On ne pleure pas sur des briques et du mortier. Alors Jérémie lui dit, attends. Vous savez qu'un juif, il répond toujours par une question, à une question par une autre question. Il dit, moi, j'ai des questions. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as des dilemmes philosophiques, toi, le grand Platon? Alors il lui répond, oui. Bah, dis-les-moi. Et là, Platon lui pose une première question. Jérémie répond. Paf. Deuxième question. Jérémie répond. Et il enchaîne. Il dit, bah tu vois en fait, toute cette intelligence que j'ai, elle vient de cette brique et de ce mortier. C'est ça qu'on avait. Ça veut dire qu'on avait les prophètes. Tu avais une question, tu disais, attends, je sais pas, est-ce que je dois avancer avec ce garçon ou non? T'allais voir, t'avais le prophète. Regarde, qu'est-ce que Hachem veut dans ma vie? Dans quoi je dois avancer? Dans quoi je dois progresser? Tu avais la parole d'Hachem, la parole vivante. Hachem communiquait avec nous à travers le Beth Amikdash, à travers la prophétie. Je sais que ça paraît dingue ce que je dis, mais c'est réel. On a encore des témoignages de cette époque-là. Et là, c'est comme si Hachem il te dit stop. À partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, cette belle période où on communiquait en Wi-Fi, en 5G, toi et moi, c'était facile. Cette période-là, elle s'arrête. Et maintenant, tu vas devoir accéder à la sagesse, tu vas devoir accéder au Hémet par le fruit de ton propre labeur. Et là, tu vas être Rachel. Et ça fait 1500 ans qu'on a des Talmidei Chachamim, et on a des sages, et on a des rabbanim, et on a nous et vous qui se retrouvons pour des cours de Torah pour essayer de comprendre, waouh, comment je peux avoir un peu plus de discernement dans ma vie. D'accord? Alors, la question c'est comment nous on peut contribuer à notre échelle à la reconstruction du Beth Amikdash. Vous savez qu'on attend, nous le peuple juif, ça, voilà, on ne désespère pas, ça fait 2000 ans qu'on attend la reconstruction du troisième Beth Amikdash, avec la Géoula qui va suivre. Comment je fais, moi, à ma petite échelle, pour contribuer à sa reconstruction? Comment on fait? Vous avez déjà posé la question ou pas? Bah, c'est très simple. Tu veux construire la maison d'Hachem? Construis d'abord ta maison. Vous savez que la maison, le Baït, c'est la raison pour laquelle le monde a été créé. Bereshit. Bereshit, c'est les mêmes lettres que Rosh Baït. En tout premier lieu, la maison. La maison, c'est l'objectif de la création d'une personne. Et c'est l'objectif de la création du monde. Le Bet de Bereshit, la première lettre, d'accord, qui est en fait le Bet qui veut dire Baït, c'est la même chose. C'est un trait en haut, un trait en bas et un trait qui fait la jonction. C'est en fait le ciel, la terre, c'est ton petit chez toi qui est la chose la plus concrète du monde, avec du parquet, avec des interrupteurs, avec on doit se faire à manger, avec qui a fait les courses et qui a rangé, tous les trucs concrets qu'on retrouve dans une maison. Mais cette chose-là, on va essayer de leur donner du sens. On va essayer de faire en sorte de mettre du spirituel dans le matériel. Pardon. Oui. Alors comment on fait? Comment ça marche? Comment? Hein? Quoi? On relie les deux, mais comment je fais concrètement? Alors quoi, je fais plus de religion chez moi? Jusqu'à où je peux améliorer? Alors, vous savez, comment on dit la destruction? On dit le Chorban. Chorban, si tu inverses les lettres, tu vas avoir le mot Chibour. Chibour, c'est le lien. Essaye de créer des liens authentiques. Essaye de créer des connexions qui soient harmonieuses. Essaye de créer du vrai dans ta maison. C'est la meilleure façon de contribuer à sa reconstruction. Alors comment on fait? Comment je fais concrètement? Comment ça marche? Alors la Torah, elle arrive et elle va nous donner un mode d'emploi. Elle nous dit comme ça, elle nous dit, regarde, cette période de 3 semaines,
elle est juxtaposée entre le mois de Tammuz et le mois de Av. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Bnei Issachar, il nous dit que les mois, donc, ils correspondent déjà à des signes astrologiques, ça vient de la Torah, hein, entre parenthèses. D'accord? La balance, Tishri, septembre, merci. Oui. Verseau, c'est janvier, c'est le Dli, tout. Regardez déjà, Pirkei des Rabbi Eliezer, d'accord? Ça a 2000 ans déjà, les signes astrologiques, ils y sont déjà dedans, d'accord? Ça correspond aussi aux 12 tribus, ces 12 mois, d'accord? Et ça correspond également à des membres du corps, d'accord? Alors, c'est quoi Tammuz? Tammuz, c'est le mois de Réhouven, d'accord? C'est le mois de Réhouven, et Réhouven, Réhou, c'est quoi? C'est la vue. Oui. Et on a le mois de Av. Le mois de Av, il correspond à quoi? À Shimon. Shimon, c'est Shim'a, l'ouïe, l'audition. Alors, c'est quoi l'origine du Khorban? C'est quoi l'origine de la destruction? Ça a été quoi le premier, par exemple, Tisha B'Av, où le peuple juif a pleuré? C'était quand? Les explorateurs. Exactement. C'est au moment où les explorateurs sont partis. Donc vous savez, ils étaient à l'entrée d'Eretz Israël. C'était 39 ans en fait avant notre paracha. Et ils étaient, encore une fois, sur les rives du Jourdain, à 2 doigts d'y arriver. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé 12 explorateurs, d'accord, en mission, pour savoir comment conquérir la terre, d'accord, où s'installer, où faire tout ça. Et eux, au lieu de revenir avec un rapport objectif, oui, il faut passer par là, il va falloir conquérir ça, il va falloir semer plutôt là-bas parce que là-bas c'est plutôt fertile, pas du tout. Ils sont revenus avec un rapport diffamatoire en disant mais cette terre elle mange ses habitants et c'est terrible ce qui se passe là-bas. Que de la diffamation. Que de la diffamation. D'accord? Arrive la Torah et nous dit ah, tu sais c'est quoi le problème? Et c'est l'origine de tous nos problèmes dans toutes nos relations. C'est écrit Ikdimu Pele'ain. Ils ont mis la bouche avant les yeux. Ils ont mis la bouche avant les yeux. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, avant de regarder objectivement la terre d'Israël, en vérité, ils savaient très bien ce qu'ils allaient dire. Au moment où ils sont partis, tu aurais pu leur montrer la terre la plus extraordinaire du monde, et c'est exactement ce qu'ils ont vu. Mais en fait, eux, ils ont décidé de voir que le négatif. Parce que dans la vie, tu décides de te concentrer sur certains éléments. Tu vas voir 2 personnes qui vont voir la même scène. Une belle table de Shabbat. Et une qui dit « Waouh, magnifique cette table !» Et l'autre « Il manque la salade cuite. » Donc soit tu te concentres sur ce qu'il y a, soit tu te concentres sur les manques. Et ça, c'est un choix qui est un choix personnel. La scène, elle est la même. Mais il y en a qui vont voir, essayer de comprendre, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu, qu'est-ce que je peux apprendre sur ça, qu'est-ce qu'il y a de positif. Il y en a, avant même de voir la scène, ils vont essayer de trouver le point pour rabaisser ce qu'on est en train de leur montrer. D'accord? C'est exactement ça. Ikdimu Pele'ain. En fait, c'est les préjugés. C'est les préjugés qui nous bousillent nos relations, qui nous pourrissent nos relations. C'est ça en fait. Et c'est exactement ça qu'on essaye de réparer dans cette paracha. C'est exactement ce qu'on est en train de réparer dans cette période des 3 semaines. Comment je fais pour avoir moins de préjugés? Le problème c'est quoi? C'est que plus les gens sont proches, plus le piège des préjugés, il est là. Pourquoi? Parce que, par exemple, un mari il arrive en retard. Il arrive en retard parce que je le connais, il s'est encore oublié au travail, et, parce que de toute façon c'est les clients qui comptent plus que moi, et parce que du coup... Mais attends, 2 secondes, peut-être qu'il arrive, peut-être qu'il est en chemin, peut-être qu'il est... Ah mais non, les gens les plus proches, on leur laisse pas la seconde chance. Parce qu'on est là, on dit non mais attends, tu vas pas me la faire à moi, hein. Je la connais par cœur. Ça fait 1 an que je vis avec elle, hein, donc je sais. Mais attends, peut-être que... Et donc qu'est-ce qui se passe? On tire des conclusions hâtives. On est dans l'instantané. L'instantané, c'est la vue.
Instagram. Pourquoi ça s'appelle Instagram? Parce que la vue, c'est instantané. Je te montre en 2 secondes, en 2 fractions de seconde, tu as compris la scène. Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Hop, une photo, c'est bon, on a tout dit. Mais attends, peut-être qu'il y avait un truc, peut-être que dans les coulisses, on n'a pas tout vu, peut-être que... Ah non, il n'y a pas ça, il n'y a pas. On fait des raccourcis. Je te condamne avant même de t'avoir donné la chance de t'expliquer. Alors c'est ça qu'on doit réparer pendant ces 3 semaines. On va réparer quoi? La vue à travers quoi? Comment je vais réparer la vue? Je vais la réparer par l'ouïe. Regardez. Quand est-ce qu'on est comme ça et qu'on est en débat comme ça et je te regarde, d'accord? Et en fait, je suis en train de préparer ma réponse. En fait, je suis pas du tout en train de t'écouter. Je suis en train de te juger. Et donc, du coup, je sais très bien, tu n'as même pas besoin de parler, en fait. Et j'écoute même pas. Et je suis là en train de dire, ouais, je vais répondre ça, et donc je dis ça, et donc je dis ça, et donc je dis ça. Oh, arrête 2 secondes de cogiter, et de juger, et de préjuger. Écoute ce qu'elle a à te dire. Écoute ce qu'il a à te dire. Et dans cette période-là qu'on vit aujourd'hui en Israël, avec la réforme judiciaire, avec tout ce qu'il y a, mon Dieu, mais écoutez-vous. Et écoutez-vous, plus personne ne s'écoute, mais c'est pas possible, j'ai fait mon alia dans ce pays parce que moi je rêvais de la fraternité. Ils vont s'entretuer. C'est pas possible. On ne s'écoute plus. Ah bah eux c'est les Haredim. Ah bah eux c'est les comme ceci. Et eux c'est les comme cela. Mais tu comprends pas que ça fait 2000 ans que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit à cause de ça. À cause des préjugés, à cause de la haine gratuite. Écoute ce qu'il a à te dire. Regardez. Ce Shabbat, il y avait une femme chez moi à la synagogue et donc elle porte le foulard et elle me raconte qu'elle était dans son immeuble en train d'attendre l'ascenseur de Shabbat. Et donc là, il y a une femme avec son mari qui arrive et qui commence en fait à la narguer. La femme avait des drapeaux, vous savez, des drapeaux pour aller manifester. D'accord. Et elle lui dit, je sais pas qu'est-ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, ouais, je sais pas quoi, vous de toute façon, la démocratie, les Haredim. Alors, ma copine, elle la regarde, elle lui dit, la démocratie? Attends, tu vas m'apprendre à moi la démocratie? Elle dit, tu sais, moi je suis suisse. Alors, moi je savais pas, elle m'a appris quelque chose, c'est qu'en Suisse, la démocratie, ça rigole pas. C'est qu'en fait, tous les 3 mois, le peuple est appelé à voter pour toutes les résolutions qui sont présentées. Tu ne veux pas plus démocratique que ça. Et donc elle lui dit ça, et tout d'un coup, l'autre, elle blanchit. Elle regarde à son mari. Tu vois, elle a le foulard. En fait, elle s'y connaît en démocratie. Mais t'as quel âge? T'as 70 ans. Alors justement, ma copine qui est suisse, elle me dit elle a 70 ans. Elle a 70 ans, elle a 70 ans. Et tu viens de découvrir qu'il y a des gens qui ont des foulards ou des perruques et qui ont de la culture générale. Non mais... Alors ma copine, elle ne se laisse pas démonter. Elle lui dit, écoute, ça me ferait très plaisir que vous veniez chez nous à Shabbat. Génial, trop fort. Donc elle lui dit, écoute, on vous attend Shabbat prochain, notre appartement c'est le truc, tel étage, vous venez à telle heure, on vous attend. Alors toute la semaine, je me dis, je sais pas si elle va venir, pas venir et tout. Tu vois, pas à 20h, les deux ils débarquent. Et ils viennent et ils passent une soirée, ils passent une super soirée. Et ils sont là comme ça. Vous avez tous ces livres chez vous? Maintenant, on montre la Gemara. Oui, on a tous ces livres chez nous. Mais vous avez aussi Victor Hugo? Oui, ça existe. Voilà. 70 ans que tu es né dans ce pays. Et qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Ils disent, merci, c'était une très belle expérience. C'était la première fois qu'on rentrait dans une baït dati. Dans une maison religieuse. 70 ans que tu es juif et que tu habites en Israël et que c'est la première fois que tu rentres dans une maison où il y a un peu de pratique religieuse. Mais elle était où ton écoute pendant 70 ans? Où est-ce que tu as cherché à t'intéresser Où est-ce que tu as cherché à dépasser les préjugés des journaux que tu achètes? Quand est-ce que tu as fait ce travail-là? 70 ans que tu n'as pas écouté 20% de ton peuple. Mais t'étais où? T'étais aveuglé par tes préjugés. Être à l'écoute. Ça, c'est au niveau du peuple, c'est au niveau de nos maisons, c'est au niveau de nos familles. Mais je ne veux pas te juger,
explique-moi. C'est comme une fille qui me dit oui, je me suis énervée avec mon mari parce que il me reprochait de travailler trop et de pas assez m'occuper de mes enfants. Attends, je lui ai dit mais occasion merveilleuse de mieux le connaître. Tu lui as posé la question, pourquoi ça le dérange? Pourquoi il dit ça? Ah bah non, t'as raison, je vais le faire. Résultat des courses, la fille, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit bah oui, parce que moi, ma mère, elle était très carriériste, elle était très peu présente et je veux pas refaire la même erreur pour mes enfants. Ah, donc toi, tu étais prêt à monter sur tes grands chevaux de féministe, révolté. Mais écoute ce qu'il a à te dire. Tu répares la vue par l'ouïe. Vous avez compris? C'est vrai dans tout, dans tout. J'ai un enfant comme ça, qui est pas très sûr de lui, qui est très... Bon, c'est un hypersensible, toujours dans une fratrie un hypersensible, accrochez-vous. Mais il a commencé à se faire, t'as vu? À se faire un trou dans la tête. En fait, il avait au début une petite blessure, et en fait, à force de la gratter, et gratter, il avait vraiment, je sais pas, peut-être, c'est ça, un 6 cm sur 4, quoi, un vrai trou dans la tête. Et les gens, mais ton fils, il a un trou dans la tête, mais il a un problème, mais je comprends pas, mais quoi, t'as pas été voir le dermato? Mais j'ai eu des réflexions, je dis, attends, je sens que si c'est compulsif, en fait, tous les jours, il faisait ça, c'est qu'il a un problème. Et on a parlé. Et on a parlé, on a parlé. Et une fois qu'on a parlé, on a été chez le dermato, on a mis les crèmes. Et il a arrêté de gratter. Mais je lui ai dit, de toute façon, je peux t'emmener chez le meilleur dermato du monde, je peux te donner les meilleures crèmes du monde. Tant que toi, mon fils, tu n'auras pas décidé d'arrêter de gratter là-haut, alors on ne va pas y arriver. Et quand on a été chez le médecin, je lui ai dit, regarde mon fils, on est une équipe. Toi, moi et le docteur. Et ensemble, on va y arriver. Mais ces choses-là, c'est pas des trucs qui se résolvent en 2 secondes. Je te mets la crème, c'est fini, elle est un peu de Acamol. Non, c'est une écoute profonde. Il réagit comme ça, mais attends, c'est juste après la naissance de sa petite sœur. Attends, il y a eu ça. Je l'écoute. Je suis vigilante à ce qu'il a à me dire, aux signaux, à tout ça. J'enlève les préjugés. J'enlève les solutions qui sont censées être instantanées, mais qui ne le sont pas du tout. En général, c'est juste écraser le problème pour le retrouver en 10 fois plus après. C'est le fameux cercle vicieux où en fait je pensais que j'avais terminé là, mais en fait je retrouve le problème en fois 10 juste après parce que j'ai pas terminé ici mon tikkun. Vous avez compris? D'ailleurs, on va terminer sur ça. C'est ça, le travail de Tisha B'Av, de ces 3 semaines, on dit c'est de se lamenter. Se lamenter en hébreu, c'est se dire kinot. Kinot, c'est les mêmes lettres que tikkun. Regarde les manques. Mais pas juste pour te lamenter, pas juste pour pleurer, pas juste pour te dire regarde, c'est pas bien chez moi, chez les autres, c'est bien. Non. Regarde le kinot. Regarde ce qui te manque. Sur quoi, oui, effectivement, tu te lamentes. Mais pour faire le tikkun, pour mieux construire. Parce que ce que toi, t'es métaken, ce que toi, tu construis chez toi, tu sais pas, mais là-haut, c'est une nouvelle pierre à l'édifice du Beth Amikdash qui va bientôt être reconstruit, Bezrat Hashem. Et cette pierre à l'édifice, tu l'as fait grâce à ton travail de tikkun, ton travail de bienveillance, ton travail de bien juger, ton travail d'écouter. D'accord? Et ton travail de ne pas être contre, ton travail de travailler avec. D'accord? Donc c'est ça en fait. Vous comprenez que toute la construction du Beth Amikdash, tout ça en vérité, nous dit le Nefesh HaChaim, qu'en vérité c'est une construction intérieure. On doit reconstruire notre cœur. Notre cœur, il a été brisé. C'est ce qu'il dit le Nefesh HaChaim. Il a été brisé le premier 17 Tammuz, lorsque Moshe il a brisé l'étape de la loi. En vérité, c'est le cœur de chacun d'entre nous qu'il a brisé. Et ce cœur, il est en tohu vavohu, il est éparpillé. Et on va devoir rassembler ce cœur petit à petit. Et c'est 42 étapes pour rassembler le puzzle. Ça, c'est le tikkun. D'accord? Et une fois qu'on aura fait ce travail et qu'on va aspirer à avoir un cœur entier et avoir des relations entières, alors Akadosh Baruch Hu va pouvoir nous envoyer la Géoula. D'accord? Donc toute l'idée, c'est de passer donc, des schémas au schéma. Ça veut dire des schémas comportementaux qui se répètent. D'accord? Ça se répète toujours, c'est les schémas au schéma. D'accord? À écouter, remplacer les schémas par le schéma. C'est de passer de Chorban
à Chibour, à Chaver, à Chavruta, à tout ça, à toutes les formes de connexion qui sont authentiques et qui sont essentielles. C'est de passer de Kinot, de lamentation, au Tikkun. Ah, bah, ok, d'accord, maintenant j'ai constaté comment je peux réparer. C'est de passer du Amal, on a dit le labeur et l'effort, au Me'al, au surpassement. Et Bezrat Hashem, eh bien, par ce travail-là, on aura, Bezrat Hashem, énormément de satisfaction. Et c'est la meilleure façon pour nous d'apporter notre contribution, Bezrat Hashem, à la venue de la Géoula, Bezrat Hashem, des Karov. Est-ce que vous avez des questions? T'arrêtes? Arrêtez-moi.